Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les dernières nouvelles locales et surtout, aujourd'hui, on célèbre la 69e journée de la police et on va parler surtout du discours du président de la République qui a prononcé aujourd'hui au cours des cérémonies effectuées ou bien organisées à l'occasion de cette journée. Mais tout d'abord, déjà, on va accueillir dans le studio Dr Nesrine Choukri, vous êtes journaliste, bonsoir. Bonsoir. On va présenter quelques reportages et on va vous demander quelques commentaires sur ces reportages. Et nous commençons avec le président de la République toujours, qui s'est réuni hier avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et un certain nombre de ministres, tels que le ministre de l'Électricité, de l'Agriculture, ainsi qu'avec le conseiller du président de la République pour l'urbanisme et le président de l'autorité du génie des forces armées. La réunion a porté sur le suivi du plan exécutif de développement de 1500 villages et de leur dépendance comme première étape du projet national de développement de la campagne égyptienne. Un reportage de Salih Hamed et Yarachou Chapi, des explications avec notre invité. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni dimanche avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et les ministres de l'Électricité, de l'Irrigation, du Logement et de l'Agriculture, ainsi que le conseiller du président de la République pour l'urbanisme et le président de l'autorité du génie des forces armées. La réunion a porté sur le suivi du plan exécutif de développement de 1500 villages et de leur dépendance comme première étape du projet national de développement de la campagne égyptienne. Le président Al-Sisi a dirigé la mise en œuvre du projet de développement des villages de campagne égyptiens dans un cadre global et intégré, en harmonie avec toutes les agences gouvernementales concernées, afin d'atteindre le mérite de la performance, de la rapidité de mise en œuvre et de la gouvernance de tous les piliers du projet, dans le but de changer radicalement le statut et la réalité des villages de campagne et leur dépendance dans tous les aspects de l'infrastructure, des services, des aspects sociaux, sanitaires et ceux de la vie. La réunion a également abordé les étapes opérationnelles de la première phase du projet, visant à augmenter l'efficacité de 1500 villages en améliorant toutes les composantes d'infrastructures, d'eau, d'électricité, de gaz, d'assainissement, de revêtement de canaux, de pavage de routes, en plus de l'axe de service qui comprendra la santé, l'éducation et les programmes sociaux, tout en mentionnant le rôle et la responsabilité de toutes les agences gouvernementales concernées impliquées dans la mise en œuvre de ce projet et son calendrier précis. La réunion a également été témoin de la présentation des développements liés à l'augmentation de l'efficacité des réseaux d'irrigation et des usines de traitement des eaux usées agricoles à l'échelle nationale, afin de renforcer les efforts actuels de l'État pour étendre la restauration des terres agricoles, en particulier dans le el-Bakar, ainsi qu'utiliser l'eau des principales rives de Suez pour cultiver de nouvelles terres à l'est et à l'ouest du canal de Suez. Docteur Nesrine Choukri, alors le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec quelques responsables égyptiens du plan du développement de 1500 villages. Votre commentaire sur ce sujet? En fait, je dirais ce plan-là, ou le suivi de ce plan, ne fait pas vraiment exception avec la ligne ou le plan d'action du président de la République depuis même son accès au pouvoir. C'est-à-dire qu'il y avait tout le temps cette insistance à moderniser l'Égypte, à moderniser les parties ou les lieux qui ont connu souvent l'abandon, l'oubli pendant des régimes précédents. Et donc, c'était normal après, je dirais, l'essor qui a été réalisé dans les bidonvilles au Caire et dans certaines grandes villes comme Alexandrie, de passer à la campagne égyptienne. Mais aussi, ça vient quand même en parallèle avec beaucoup d'autres, je dirais,
initiatives présidentielles comme l'initiative très célèbre de Vie décente, grâce à laquelle le président de la République veut vraiment moderniser la campagne égyptienne, mais aussi aider les citoyens qui connaissent des difficultés et améliorer la qualité de vie de certaines classes sociales. Et puis, cet intérêt-là qui a été discuté durant cette réunion du dimanche soir, eh bien, on le revoit aujourd'hui même durant la fête de la police ou la journée de la police, lorsque le président de la République a je dirais, accordé un moment pour parler de l'importance de la modernisation des villages égyptiens et comment ces villages-là, si une fois modernisés, ils vont permettre à l'Égypte de connaître un véritable élan économique et social. Donc, vraiment un acte où je dirais une partie qui complète le puzzle que le président de la République est en train d'assembler depuis son arrivée au pouvoir et qui reprend les idées directrices du président de la République, lesquelles sont améliorer la qualité de vie des citoyens qui ont été souvent marginalisés, qui ont été souvent laissés à l'ombre et aussi transformer la forme de l'Égypte. Donc c'est tout à fait normal que ce projet-là soit vraiment discuté en 2021, puisqu'il ne vient pas vraiment comme ça, il n'est pas né du néant, il est vraiment une chaîne dans une maille. Voilà, une stratégie gouvernementale. Voilà, le président a à plusieurs reprises expliqué qu'il veut transformer la campagne en production agricole, mais en même temps production industrielle. Oui, l'agroalimentaire voilà. qui est devenu vraiment un endroit, je dirais un concept mondial. Si je produis des produits agricoles, il serait plus, je dirais, logique que je les transforme aussi en produits alimentaires pour vraiment industrialiser, bien sûr, pour vraiment absorber d'abord le chômage, parce que ça c'est quelque chose qui est très important, d'autant plus que nous avons une très grande main-d'œuvre sur le marché du travail, et surtout des jeunes. Et puis aussi, c'est une façon de décentraliser le pays, chose à laquelle il rêve depuis son arrivée au pouvoir, au point que chaque gouvernorat ou chaque village ou chaque région sera capable d'assumer économiquement ses besoins, ses rêves. Donc c'est vraiment, c'est logique totalement dans le cadre de la stratégie du président de la République, je dirais, sa manœuvre ou son plan d'action depuis qu'il a pris en main vraiment les rênes du pays et qu'il a essayé vraiment de gérer la situation. Très bien, je vais passer à un autre sujet concernant le commerce. Nous avons la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gamia, a quitté samedi soir Khartoum après une visite qui a duré plusieurs jours, au cours de laquelle elle a participé à plusieurs activités et tenu plusieurs réunions avec un certain nombre de ministres soudanais. Salih Hamed et Rachoucha nous donnent les détails. Dans son discours prononcé ce lundi à l'occasion de la cérémonie marquant la 69e fête de la police au siège de l'Académie de police, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que cette journée marque un cher souvenir au registre du patriotisme égyptien. C'est la glorieuse bataille d'El Ismaïlia où s'est excellé l'héroïsme des hommes de la police ainsi que les valeurs du sacrifice en défendant la terre de la patrie. Aujourd'hui, c'est une occasion à laquelle nous nous rappelons d'un souvenir de la riche mémoire de la nation portant sur l'essence et les valeurs pour lesquelles nos héros ont sacrifié leur vie précieuse, a déclaré le président. Parmi les valeurs et l'essence les plus élevées, on trouve la fierté nationale. Nous nous souvenons des martyrs de la police qui ont sacrifié leur âme pour hisser le drapeau égyptien tout haut. La bataille d'El Ismaïlia a peint en 1952 un tableau immortel de l'héroïsme de la police et du peuple face à l'agression, montrant au monde entier l'union des Égyptiens face à l'agression brutale. Cette journée est devenue une fête que les Égyptiens célèbrent chaque année de toutes ces catégories et cultures. Cette fierté nationale demeurera ainsi que l'héritage culturel, un fort motif pour le processus de la nation et les générations successives vers un meilleur avenir.
Le chef de l'État a souligné qu'alors que les changements rapides au niveau mondial et régional ont détruit la stabilité des patries afin d'augmenter les risques et la férocité du terrorisme, la situation stable de l'Égypte était une incarnation de la forte volonté collective de l'État et de son grand peuple, étant une moisson des sacrifices de ses fidèles fils des hommes de la police et des forces armées qui sont conscients de leur responsabilité envers leur patrie afin d'éliminer le fléau du terrorisme. Je l'annonce clairement. La situation exige la vigilance et les efforts continus pour assiéger et encercler toute tentative désespérée visant à déstabiliser la sécurité et la stabilité de la patrie ou même menacer les acquis du glorieux peuple égyptien, a dit M. Sisi. Il a aussi indiqué que pour atteindre le progrès et la prospérité auxquels nous aspirons dans tous les domaines, il faut essentiellement un environnement sûr et une terre stable. Aujourd'hui, nous menons une bataille qui n'est ni moins féroce ni moins importante que celle de la construction afin de parvenir à un développement global et de créer un avenir meilleur pour les générations futures, a ajouté le chef de l'État, soulignant avoir pris des pas stables grâce à Allah, à la prise de conscience et au soutien du grand peuple égyptien sur le chemin de l'établissement de la stabilité de l'État et de la consolidation de ses fondements à la phase de la construction et du développement. Nous voilà maintenant en train d'achever sérieusement ce que nous avons commencé, les grands projets de développement qui ont lancé dans toutes les régions du pays pour changer la réalité égyptienne et nous aspirons en termes de développement global et durable. Nous récoltons les fruits de la réforme économique lors des indicateurs qui s'améliorent régulièrement malgré les répercussions de la pandémie du Covid-19 qui a affecté la plupart des économies émergentes du monde. Je répète ce que je vous dis toujours, c'est la première étape sur la voie du développement pour placer notre cher pays dans la position qu'il mérite, a-t-il dit. Le président Sisi a déclaré que cette journée coïncide également avec la célébration de l'anniversaire de la révolution du 25 janvier, dirigée par des jeunes fidèles aspirant à un avenir et à une réalité meilleure. Je m'adresse à la jeunesse égyptienne. Votre pays a besoin de vos bras forts et de vos efforts sincères pour achever la voie de réforme, de construction et du développement, pour répondre aux espoirs de tous les Égyptiens à un avenir radieux qui offre à tous les citoyens des chances égales à mener une vie décente, a-t-il dit. Bon, c'était le sujet où notre débat principal pour ce soir, quand on a présenté le reportage, il s'agit du discours du président de la République durant la cérémonie marquant la 69e journée de la police qui a été tenue au siège de l'Académie de police au Nouveau-Caire. Le chef de l'État a prononcé un discours à cette occasion qui coïncide également avec la célébration de l'anniversaire de la Révolution du 25 janvier. Ont assisté à la cérémonie le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et nombre de ministres et de hauts responsables. Docteur Nassim Choukri, alors, en bref, un bref aperçu sur le contenu du discours du président. Alors, un discours vraiment innovant par le fait que c'est un discours qui a vraiment essayé de relier le passé au présent. C'est-à-dire que le président de la République a étalé tous vraiment les actes de prouesse ou de bravoure de la police égyptienne depuis 1952 jusqu'à nos jours, en passant par des étapes différentes de l'histoire de l'Égypte. Et puis bien sûr, il faut savoir que la jeunesse égyptienne actuelle, souvent elle ne connaît pas ce qui s'est passé le 25 janvier à Ismaïlia, lorsque de jeunes policiers égyptiens, presque sans armes, avec des armes même archaïques, si on ose le dire, ont décidé de refuser de quitter la ville d'Ismaïlia et toute la zone de Suez aux agresseurs ou aux occupants britanniques et ont décidé de présenter leur vie comme seule, je dirais, défense de la patrie. Je vais vous interrompre 2 secondes, nous avons un coup de fil et puis on continue cette histoire très intéressante. Alors nous avons au bout du fil Dr Dina Kurdi, vous êtes professeur à l'université d'Alexandrie. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. On parle maintenant du discours prononcé par le président de la République lors des cérémonies qui ont été tenues à l'Académie de la police à l'occasion de la 69e journée de la police. Alors, que pensez-vous des sujets les plus importants qui ont été traités lors de ce discours ? En fait, je pense que le discours a été très bien prononcé par notre cher président et ça coïncide en fait avec la révolution du 25 janvier.
Le discours a une certaine connotation que la révolution du 25 janvier et aussi l'anniversaire des policiers, les deux vont ensemble, c'est-à-dire les deux anniversaires s'interpénètrent. On ne peut pas nier le rôle en fait de la police dans notre vie et on ne peut pas nier en fait que la révolution du 25 janvier a totalement changé en fait l'état ou bien la situation en Égypte. Mais quand même les deux ensemble en fait c'est comment le dire, c'est-à-dire les deux en fait les deux ensemble en même temps ça veut dire que en fait c'est une très bonne occasion. Et de voir que en fait la police a déployé de très grands efforts pour c'est-à-dire nettoyer le pays de tous les infiltrés et tout cela. Et aussi la révolution du 25 janvier a fait son rôle en fait de mettre fin à tout ce qui concerne la corruption et tout cela. Et alors, je pense en fait que c'est le discours qui a été prononcé de la part du président pour fêter les deux anniversaires a ou bien donne une certaine leçon que sans les deux, nous aurions dû en fait être dans cet état-là actuel. Concernant les points clés qui ont été prononcés dans le discours, par exemple, il y avait les efforts qui sont déployés de la part du gouvernement auprès de tous les villages. Il y a 4500 villages qui sont en pleine modification ou bien restauration. Et vraiment, ça c'est une très bonne nouvelle pour mettre fin à tout ce qui concerne l'analphabétisme ou bien, c'est-à-dire toutes les choses qui sont en fait qui ne sont pas vraiment très bien respectées. Et parce qu'en fait, si les villageois vont trouver que nous avons fait un très grand travail auprès de leur village et leurs villages ont été nettoyés et tout cela, cela veut dire que le pays leur accorde une très grande attention pour essayer de mettre ces villages-là à la hauteur des autres villes des gouvernorats. Et à part ça, aussi le président a parlé de l'industrie et aussi de la main-d'œuvre égyptienne et toutes les petites et moyennes entreprises qui doivent être prises en considération de la part du gouvernement pour que nous puissions exporter par la suite des marchandises égyptiennes et pour que nous puissions par la suite avoir des marchandises égyptiennes qui sont de très bonne qualité, qui peuvent être vendues ici, au lieu de dépendre toujours sur l'importation des marchandises étrangères. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Dr Dina El-Kurdi. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université d'Alexandrie pour ces explications. Alors, Dr Nisrine, on parlait d'une histoire très intéressante. C'est la raison pour laquelle on a une fête ou bien un jour précis. Oui, pour la police. Parce que beaucoup de jeunes ne savent pas pourquoi on a vraiment un jour précis pour la police. C'est que vraiment, en 1952, le 25 janvier, le début de l'année, on a eu un événement très important, c'est que les forces britanniques avaient demandé à la police égyptienne de quitter... Qui était colonisatrice à l'époque. Oui, bien sûr, voilà. Oui, bien sûr, colonisatrice à l'époque, de quitter la ville d'Ismaïlia, de Suez, de Port Saïd, et de quitter surtout les bâtiments qui représentent, je dirais, le pouvoir d'un État souverain. Et donc, de jeunes policiers ont refusé de céder, mais comme je disais, ils n'avaient pas d'armes et ils ont présenté leur corps comme seule défense à la patrie parce qu'ils n'avaient rien d'autre à présenter. Beaucoup sont morts. D'autres sont restés vivants, mais ils savaient que même en restant vivants, ce qui leur attendait après n'était pas le meilleur parce qu'ils risquaient quand même la prison, c'est des forces quand même, comme on dit, des forces occupantes. Donc il y aura certainement des représailles, un côté vindicatif, bien sûr. Et malgré cela, ils ont insisté pour défendre leur patrie. Et si on regarde bien, ou si on observe bien cet événement,
cet événement a changé le cours un petit peu de l'histoire de l'Égypte, parce que moi je le vois toujours comme un signe avant-coureur de ce qui s'est passé en juillet 1952, lorsque les officiers libres ont décidé, accompagnés bien sûr du peuple, de dire non, on arrête là avec la royauté qui était à l'époque alliée aux forces britanniques. Donc c'était vraiment l'élément 1, puis après il y a eu l'incendie du Caire, mais c'était vraiment l'élément 1. Où des Égyptiens ont dit on ne va pas faire ça, on ne va pas céder, nous avons quelque chose qui s'appelle l'honneur de défendre la patrie. Ça a motivé le peuple, si vous voulez. Ça a motivé certainement le peuple, parce qu'ils n'étaient pas seuls, ces officiers, ils étaient tous entourés de peuple. D'ailleurs, ils avaient pris cette décision-là pour défendre les habitants, parce qu'on avait aussi demandé aux habitants de quitter la région, donc c'était pas logique. Et puis, quand on prend aussi cet épisode-là, et puis qu'on le relie aujourd'hui avec tous les sacrifices présentés par la police égyptienne, par les forces armées égyptiennes à l'heure actuelle pour défendre la patrie contre le terrorisme, contre des idées obscurantistes, contre des forces même obscurantistes qui ont essayé à un moment de contrôler la péninsule sinaïtique, on voit à quel point c'est vraiment une longue chaîne qui se complète. Parce que le Sinaï, l'Égypte, vraiment, nous, les Égyptiens, on a payé cher, hein, c'était notre sang pour le protéger, pour le défendre, même pendant les occupations israéliennes et tout ça. Donc, aujourd'hui, le voir entre des mains de mercenaires qui voulaient y propager le terrorisme, ce n'était pas du tout acceptable. On parle des cellules terroristes qui sont oui, bien sûr, qui ont infiltrées, qui ont cherché à s'infiltrer et à créer un réseau, mais heureusement, il y a eu des opérations pour purger le Sinaï. Donc là, vraiment, je crois que le travail et l'effort de la police... Il faut dire quand même, il faut rappeler que selon le traité de paix entre Israël et l'Égypte, en 1979. Alors, seule présence sécuritaire de la part de l'Égypte dans le Sinaï, c'est pour la police. La police. Et pas un grand nombre de policiers, c'est juste un nombre limité. Alors, c'est eux qui ont étaient vraiment assumé une responsabilité qui parfois dans d'autres pays, et qui devrait dans d'autres pays être uniquement peut-être la responsabilité de l'armée, mais pour des circonstances particulières, c'est la police égyptienne qui, au début, seule, puis ensuite accompagnée des forces armées, mais qui reste toujours impliquée dans ce processus-là et qui continue sur l'ensemble du territoire à lutter contre le terrorisme. Et je crois qu'aujourd'hui, il est clair après plusieurs années que le terrorisme, comme le président d'ailleurs l'a mentionné dans son discours aujourd'hui, c'est pas seulement un phénomène que l'on pensait dû à des lavages de cerveau ou des idées obscurantistes. Il y a bien sûr cela, mais il y a aussi un autre élément, c'est que c'est un outil qui est souvent, ou un instrument qui est souvent exploité par des pays dans le monde qui sont des forces du mal ou des pays qui cherchent à saboter l'avenir d'autres peuples d'une manière indirecte en y imposant en déstabilisant en y imposant leur agenda qui est un agenda basé sur l'idée de la déstabilité, de la destruction du développement ou même des, je dirais, éléments qui pourraient aider au développement. Et quand aujourd'hui, comme disait Dr Dina Kordi tout à l'heure quand elle faisait son commentaire sur le discours du président de la République, ce discours-là qui était à l'occasion du 25 janvier, que ce soit la fête de la police ou la Révolution, il a été vraiment adressé non seulement aux policiers, non seulement aux forces armées, vraiment à toutes les composantes de la société égyptienne, notamment la jeunesse. Il y avait même, je dirais, des déclarations directes qui concernent les jeunes qui ont participé à la révolution du 25 janvier. Et je crois que cette insistance à parler de toute la société égyptienne, c'est pour vraiment dresser un tableau important. Nous sommes tous unis face à tous les maux qui peuvent vraiment porter atteinte, comme il a dit d'ailleurs, au développement de notre pays, parce que ce développement-là, c'est la chose la plus chère dont nous disposons à l'heure actuelle pour vraiment à faciliter la vie aux futures générations. N'oublions pas aussi que sans les réalisations, les exploits réalisés jusqu'à maintenant en matière de développement ou en matière d'économie, on n'aurait pas pu passer par une crise très grave comme la crise du coronavirus, parce que la crise du coronavirus, c'était une crise terrible. Et si l'Égypte avait continué à vivre dans cette situation sécuritaire d'avant 2013 où
il y avait vraiment des poches terroristes un petit peu partout, où l'économie était vraiment saignante. Je crois qu'aujourd'hui, on n'aurait pas pu tenir le coup avec la crise de la pandémie du coronavirus, parce qu'elle a eu des effets négatifs et terribles sur tous les pays du monde, catastrophiques même. Et je dirais que par rapport à beaucoup de grandes puissances internationales, l'Égypte est un des pays qui a pu quand même tenir le coup. Je ne dirais pas que c'est un paradis à 100%, mais vraiment, par rapport à cette situation qui a secoué d'autres pays, l'Égypte a pu tenir le coup. Simple exemple, même pour avoir les masques ou les gels hydroalcooliques, eh bien, l'Égypte en avait assez au moment où d'autres pays... On n'avait pas de pénurie, on n'a pas jamais eu de pénurie, tout, c'était juste 2-3 jours, et puis après on a eu des tonnes et des tonnes à des prix abordables, à tous les prix, sous toutes les formes, toutes les couleurs, à toutes les sauces. Donc vraiment, on ne peut pas vraiment se plaindre à des moments où on a vu des pays, des grandes puissances dans le monde qui ont vécu 3-4 mois sans presque masque, et jusqu'à maintenant, ils en connaissent des pénuries. Donc vraiment, le discours d'aujourd'hui, c'était vraiment un discours qui rend hommage à la police, qui rend hommage à l'armée, qui rend hommage aussi à tous ceux qui ont donné leur vie à leur pays. Très bien. Je vais vous interrompre encore une fois. Nous avons Monsieur Shraita, vous représentez quand même une bonne communauté des Égyptiens vivant en France ou bien à Paris. Bonsoir. Bonsoir. En tant qu'Égyptien qui vit à l'étranger, alors comment vous voyez déjà la journée de la police et en même temps le discours prononcé par le président aujourd'hui? Tout d'abord, permettez-moi de féliciter l'appareil de police égyptienne pour leur fête qui a 69 ans maintenant et qui est toujours une fierté pour tous les Égyptiens de l'intérieur et de l'extérieur. Pour le discours du président Fattah el-Sisi, c'est comme d'habitude, vraiment, c'est un discours qui montre comment nos jeunes officiers et policiers donnent leur vie pour leur patrie, l'Égypte, comment ils font tout ce qui est possible pour que nous, les citoyens, peuvent avoir la sécurité et nous défendre. Donc, ils méritent bien qu'on fête la fête de la police. Et le discours du président est dans ce sens-là. Et aussi prévenir les jeunes qu'ils ont un devoir envers leur pays est quelque chose vraiment de très important. Moi, personnellement, j'étais ému aussi quand le président a salué une mère et qu'il a embrassé sur la tête. Là, vraiment, j'ai senti quelque chose au fond de moi. J'étais heureux d'avoir comme président, notre président, le président Fattah el-Sisi, dans des gestes humains comme ça. On ne voyait pas ça auparavant et on le voit qu'avec le président Fattah el-Sisi, qui est là au service de son peuple et qui travaille justement, qui a respecté ses engagements pour la stabilité et la sécurité de l'Égypte. Et maintenant, il promet encore pour aider les villageois et augmenter le niveau de vie des villageois. C'est un président qui respecte ses promesses tout simplement et c'est tout à son honneur et c'est tout pour le bonheur des Égyptiens. Très bien. Je profite de votre présence aujourd'hui pour parler des échos de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi en France. Vous étiez en France à cette époque et comment vous avez vu les échos en France ou bien dans la presse française? Écoutez, franchement, nous d'abord, en tant qu'Égyptiens en France, nous avons accueilli le président avec des fleurs, avec des drapeaux égyptiens. On était heureux, on était contents que notre président il est là. On a vu la visite du chef d'État. N'oublions pas que le président ici a été décoré de la Légion d'honneur, ce qui est une fierté pour nous tous, comme M. Macron lui a offert la Légion d'honneur de la France. Quant aux Français, la majorité des Français, ils ont reçu ça. Ils savent ce qu'il fait Abdel Fattah el-Sisi, son travail pour la paix et contre le terrorisme surtout, que subit la France actuellement, qui a subi des opérations graves en terrorisme. Donc les Français, ils adorent notre président. C'est vrai aussi que quelques journalistes ou quelques personnes qui veulent parler des droits de l'homme
Comme il l'a dit, le président à l'Élysée, il a dit que le droit de l'homme, ce n'est pas seulement le droit d'expression et de liberté, c'est aussi son droit aux soins, son droit à l'éducation, son droit à la santé. Et ça aussi, ça fait partie des droits de l'homme. Et il a réussi à convaincre les Français avec ce discours, qui est vrai, qui n'est rien que vrai. Et puis, bon, il a montré aussi que la France, quand elle a subi des opérations terroristes, elle a mis un tout petit peu le droit de l'homme de côté, parce que face à une guerre, et contre un ennemi qui n'est pas visible, on est obligé de prendre quelques mesures qui sont apparentes contre le citoyen, mais en réalité, c'est avec l'intérêt du citoyen, l'intérêt de sa famille, de ses enfants. Donc, je pense qu'il a réussi quand même à montrer ça aux Français. Et tout le monde sait que, bon, déjà l'Égypte, elle a une popularité en France qu'on appelle l'égyptomania. On sait que les enfants à l'école, ils apprennent tout ce qui concerne les pharaons et l'Égypte. Et je pense que la personnalité du président Abdel Fattah el-Sisi séduit également les Français. Et nous, en tant que Français aussi, nous sommes des Égyptiens, bien sûr, en premier, mais en tant que Français, nous sommes ravis. Nous sommes ravis qu'il y aura toujours des relations étroites et stratégiques entre l'Égypte et la France. Très bien. Monsieur Shhat, je vous remercie beaucoup pour cette intervention et ces explications et l'avis des Égyptiens qui vivent en France. Oui. Voilà. Alors, on va reprendre encore une fois le thème qu'on a abordé il y a quelques minutes. C'est concernant la visite de la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Ghaema, à Khartoum, et qui a duré quelques jours, au cours de laquelle elle a participé à plusieurs activités et tenu plusieurs réunions avec un certain nombre de ministres soudanais. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Ghaema, a quitté samedi soir Khartoum après une visite qui a duré plusieurs jours, au cours de laquelle elle a participé à plusieurs activités et a tenu plusieurs réunions avec un certain nombre de ministres soudanais. Lors de sa visite au Soudan, Mme Nevin Ghaema a participé à l'inauguration de la 38e édition de la Foire internationale de Khartoum, où l'Égypte était l'invité d'honneur. Elle a en outre co-présidé avec son homologue soudanais, Madani Abbas Madani, la première réunion du Conseil d'affaires égypto-soudanais. Elle s'est également entretenue avec le ministre de l'Infrastructure et des Transports, Hachem Ben Aouf, pour discuter de projets communs, dont notamment la construction d'une zone industrielle égyptienne au Soudan. En marge de la visite, la ministre du Commerce et de l'Industrie a signé avec son homologue soudanais un mémorandum d'accord dans le domaine des petits projets. La ministre du Commerce et de l'Industrie a affirmé que ces entretiens et ces rencontres tenues avec un nombre de ministres et de responsables du secteur économique au Soudan ont eu des résultats très positifs. Elle a souligné avoir examiné avec le ministre soudanais de l'Industrie et du Commerce l'augmentation des échanges commerciaux entre l'Égypte et le Soudan, les chiffres actuels n'exprimant pas les bonnes relations entre les deux gouvernements. Le transfert des expériences égyptiennes en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises a été au menu des discussions lors de la signature d'un mémorandum d'entente entre les deux parties. La ministre du Commerce et de l'Industrie s'est également entretenue avec la ministre soudanaise des Finances et de la Planification économique, Heba Mohamed, pour examiner les droits de douane sur certains produits égyptiens qui peuvent priver les produits égyptiens de la concurrence sur le marché soudanais, précisant que la ministre soudanaise a promis d'examiner cette question. Les relations égypto-soudanaises, les relations économiques. Alors, comment vous évaluez cette visite de la part de la ministre du Commerce? Alors, si on suit bien les visites des responsables égyptiens au Soudan, on va remarquer que presque toutes les 2 semaines, il y a une visite d'un grand responsable égyptien au Soudan. C'est vrai. Surtout après la révolution soudanaise, l'Égypte tient vraiment à aider le Soudan à se relever sur les plans économiques, politiques, tous les plans. Et bien sûr, le plan économique est très important et durant cette visite, la ministre du Commerce, Mme Nevin Ghaema, elle a bien insisté sur un fait très important, c'est que l'Égypte sera là aux côtés du Soudan
surtout pour son programme de réforme économique. N'oublions pas que aussi l'Égypte a passé après la révolution du 25 janvier par une stagnation économique importante et quand même quelques erreurs, quelques pas erronés économiquement parlant, et cela a nécessité de la part du président actuel et du gouvernement, des gouvernements successifs qui ont pris en charge la situation à partir de 2014, de chercher à assainir le milieu des affaires, le climat d'investissement, de mettre en place un programme de réforme assez ambitieux. Et les réalisations se sont, je dirais, tenues très rapidement. Les fruits étaient aussi rapides et comme je disais tout à l'heure, durant la crise du coronavirus, on a pu vraiment les évaluer. Donc je crois qu'avec cette expérience, cette expertise-là, et avec aussi les liens historiques et éternels et fraternels entre l'Égypte et le Soudan, il est grand temps que l'Égypte soit là, aux côtés des Soudanais, pour vraiment aider ce peuple frère à établir ou mettre en place des réformes économiques, mais aussi à, je dirais, améliorer toute la situation économique, d'autant plus que certainement le coronavirus a davantage aggravé la situation. Donc je crois que c'est une visite clé, même si on a l'habitude de voir plutôt les visites importantes, surtout les visites qui sont politiques seulement ou militaires seulement. Mais moi je vois que cette visite qui tend à renforcer les liens économiques et vraiment à tendre une vraie main d'aide aux Soudanais, aux frères soudanais, je vois vraiment que c'est une visite clé qui est parmi les plus importantes, et je crois que aussi elle aura un impact très positif, non pas seulement auprès de l'administration soudanaise, mais aussi auprès du peuple soudanais, parce que finalement les peuples, ils ne sont pas tous intéressés par la politique ou le militaire, ils sont tous intéressés par l'économie, parce que c'est l'économie qui touche, qui touche leur poche au quotidien. Donc je crois que vraiment cette visite a été réussie, elle fait preuve d'une longue histoire d'amitié entre deux peuples, deux pays, deux gouvernements, mais aussi elle aura des fruits très positifs dans l'avenir. Je vous remercie beaucoup, docteur Nesrine Chokri, vous êtes journaliste. Je vous remercie pour toutes ces explications concernant les événements d'aujourd'hui et d'hier en Égypte. Je vous remercie aussi et je souhaite à nos policiers une joyeuse, je dirais, 69e anniversaire, donc c'est un joyeux 69e anniversaire. Je souhaite aussi à la révolution égyptienne du 25 janvier 10 ans de jeunesse qui rêve de changement, et voilà, les changements se déroulent et se passent. Donc voilà, sur le terrain, et l'évolution, j'espère, va continuer. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup et on se donne un rendez-vous demain avec une nouvelle édition de Direct. Au revoir.